Bonjour à tous. Donc pour la deuxième fois consécutive, étrange lecture sous confinement via la vidéo. Merci la vidéo. Aujourd'hui, on va lire, je vais lire quelques extraits du prix des lecteurs, Black Mamba Boy de Nadifa Mohamed. Londres, Angleterre, août 2008. Des nuages noirs s'amoncellent dans le ciel du crépuscule. La lune et le soleil s'admirent. Mais moi, c'est lui que je regarde. Ses lunettes à monture carrée, trop grandes pour lui, perchées sur son gros nez. Les reflets bleus et blancs de la télévision qui dansent sur ses verres. Son mawaïs noué au bas de ses cuisses. Cela me fait mal de voir que ses genoux ne peuvent plus porter son corps maigre. Ils n'en ont pas moins droit à mon respect. Car c'est grâce à eux qu'il a traversé les continents et passé la mer Rouge à gué. C'est pour les honorer que j'entonne ma chanson. Je suis le griot de mon père. Ceci est un hymne à sa gloire. Je vais vous conter sa vie, afin d'inscrire, avec toute la magie que sa mère lui a cousue sous la peau, sa chair et son sang dans l'histoire. Car je veux faire de lui un héros. Non pas à tailler dans l'étoffe des guerriers ni des romantiques, mais plutôt dans celle, bien réelle, du gamin affamé qui survit aux flèches et aux coups que la fortune hostile destine à ceux de son espèce. Si je veux vous relater son histoire, c'est parce que personne ne le fera à ma place. Invoquons d'abord les mânes des 9000 jeunes combattants qui, sans réfléchir, embrassèrent la cause de Mussolini dans les montagnes d'Érythrée. Garçons en tout semblables à mon père, hormis que leur existence fut prématurément fauchée par des haches émoussées. Invoquons aussi ceux qui moururent de faim, ceux dont la folie obscurcit l'esprit, et ceux aussi qui se contentèrent de disparaître. Son existence durant, mon père s'est exercé à la liberté. Conséquence de ses incontestables victoires sur la mort, il a fait sienne sa vie et ne doit rien à personne. Comme sa mère avant lui, il s'est forgé au bord tranchant de la solitude. On dit que la mer a engendré tous les marins, mais Ambaro était plus puissante, plus tumultueuse, plus vivifiante que n'importe quelle mare. Elle offrait à chaque instant une nouvelle naissance à mon père, et elle le protégeait farouchement, à l'instar de Vénus pour Énée. À sa petite vie de rien du tout, elle insuffla une dimension épique. Son amour jaillissait tel une lave violente et épaisse qu'elle déversait dans la bouche de son fils, et elle s'était coupé les veines pour lui transfuser son sang chaud et sauvage. Mon père est un vieux loup de mer qui a vogué vers la liberté sur un vaisseau prison. En compagnie de ses argonautes somaliens, Jama garde souvenir de chacun de ses navires, comme d'autres de leurs amours perdus. La vie de marin lui allait comme un gant. Peu importait l'endroit du monde où il se trouvait, son Léviathan n'avait qu'à donner de la trompette pour qu'aussitôt il accourt. Encore aujourd'hui, des gravures de galions se balancent, accrochées à ses murs, un peu comme défileraient sous nos yeux les hauts faits de Sinbad le marin. Aden, Yémen, octobre 1935. L'appel du muezzin arracha Jama à ses rêves. Il se redressa pour admirer le lever du soleil sur les mosquées aux dômes en forme de gâteau et sur les appartements d'Aden en pain d'épices, dont rougeoyaient les toits bordés de glaçage blanc. Très haut dans le ciel d'encre, des silhouettes d'oiseaux noirs tournoyaient, en dansant autour des quelques étoiles encore visibles et d'une lune au ventre fécond.
planète d'ébène, les yeux de Jama balayaient Aden, survolant le port industrieux du Streamer Point, puis la vieille ville en grès du cratère, dont le gris des beaux bâtiments se fondait avec celui des volcans de Chum, et poussait jusqu'au quartier de Mahala et de Cheikh Ousmane, blanc et moderne, coincé entre les collines et la mer. Accompagnés du vagissement de nourrissons, des volutes de fumée échappées de feux de bois remontaient jusqu'à lui, tandis que les femmes s'arrêtaient de préparer le petit déjeuner pour dire leurs prières de l'aube, sans avoir besoin pour cela des exhortations du vieux muezzin. Adossé à l'ancien minaret, un nid de vautours, édifié avec des branches brisées, dégorgeant de saleté, empestait le voisinage avec ses relents de charogne. Pleine d'attention, maman vautour donnait une béquée de viande avariée à ses fragiles poussins, ses ailes puissantes tendues par l'effort posées de chaque côté d'elle. Debout au bord de la terrasse, Ambaro, la mère de Jama, chantait de sa voix profonde et mélodieuse. C'était l'activité à laquelle elle se livrait avant et après le travail. Non pas parce qu'elle était heureuse, mais parce que les chansons s'échappaient de sa bouche. Son âme jeune glissant hors de son corps, histoire de prendre l'air avant de le réintégrer au moment de commencer sa journée de corvée. Elle se secoua les cheveux pour en faire sortir les fantômes qui étaient retenus et se lança dans son monologue matinal. Il y en a qui n'ont pas idée du travail que ça donne de les nourrir. Ils se prennent pour des sultans et se pavanent sans se soucier du monde, la tête farcie d'idées fausses, capables seulement de courir de ci, de là pour faire des bêtises. Eh bien, je jure que je ne vais pas me tuer à la tâche pour des garnements au cul sale qui se la coulent douce. Tous les matins, elle servait à son fils les mêmes litanies pleines de mépris et de frustration. Plus immondes les unes que les autres, les injures se déversaient de sa gorge pour accabler tour à tour le moukadim de l'usine, Jama, les membres de sa famille perdus de vue, des ennemis, des hommes, des femmes, des Somaliens, des Arabes, des Indiens. Allez, debout, imbécile! Tu te crois dans la maison de ton père ou quoi? Debout, j'ai dit. Il faut que j'aille au boulot, moi. Imperturbable, le garçonnet continuait à se prélasser sur le dos tout en jouant avec son nombril. Arrête ça tout de suite, garnement, ça va s'ouvrir! Ambaro enlevait l'une de ses sandales de cuir abîmées et fonçait sur lui d'un pas furieux. Il tentait bien de l'esquiver, mais elle le rattrapait et les coups se mettaient à pleuvoir. « Tu te lèves ou quoi? Je dois me taper 3 kilomètres pour aller au boulot et monsieur fait le difficile pour se lever, aboyait-elle, folle de rage. « Allez, file, espèce de bon à rien !» Pour Jama, il ne faisait aucun doute qu'Aden était responsable des colères de sa mère. C'est pourquoi il voulait repartir à Hargeisa, où son père avait le pouvoir de la calmer avec des chants d'amour. C'était toujours à l'aube que l'envie de le revoir était la plus forte. Dans la lumière nette du matin, tous ses souvenirs défilaient avec une clarté accrue. Il le revoyait sourire et chanter près du feu de camp, ses mains aux longs doigts doux en serrant les siennes. À vrai dire, il ne savait plus bien si c'était de vrais souvenirs ou juste des rêves qui envahissaient sa vie éveillée. Mais il chérissait ces images fragiles et souhaitait de tout son cœur qu'elles ne s'estompent pas avec le temps. Il avait traversé le désert sur ses épaules robustes, et c'est de sa position surélevée qu'il avait découvert le monde, tel un prince. Mais déjà, des nuages qui s'entêtaient à ne pas bouger lui cachaient le visage aimé. L'arôme d'Anjiro remonta l'escalier sombre en colimaçon et lui chatouilla les narines. Les Islawayn prenaient leur petit déjeuner. Parent éloigné du clan de sa mère, les Islawayn avaient été sollicités par le demi-frère de celle-ci pour l'héberger à son arrivée à Aden. Il s'était exécuté, mais il avait vite été clair qu'il s'attendait à ce que leur lointaine cousine devienne leur servante, en aidant à la cuisine et au ménage, et leur donne ainsi la respectabilité qui leur faisait défaut.
En moins d'une semaine, la jeune femme trouva un travail à l'usine de café et priva ainsi ses hôtes de leur éphémère symbole de richesse, ce dont ils lui gardèrent rancune. Elle fut sommée d'aller dormir sur le toit et ne fut plus conviée à partager leur repas. Sauf quand M. Islaouen et son épouse recevaient. Alors ils étaient tous sourires et débordaient de générosité familiale. « Oh, mais voyons, Ambaro, pourquoi tu demandes la permission? Ce qui est à nous est à toi, sœur. » Quand Ambaro eut assez d'économie pour faire venir auprès d'elle son petit garçon de 6 ans, Madame Islaouen ne cacha pas sa colère et déplora la gêne causée par le nouvel intrus. À son arrivée, elle se mit ostensiblement en quête des maladies dont il pouvait infecter ses précieux enfants, et l'on entendit ses bracelets s'entrechoquer pendant qu'elle recherchait lente, puces et maladies de peau. Sans aucune pudeur, elle releva son mawaïs pour voir s'il avait des vers. Et bien qu'elle n'en ait pas trouvé, elle lui adressait un regard noir chaque fois qu'il jouait avec ses enfants, et à ceux-ci, elle chuchotait de garder leur distance avec ce gamin venu de nulle part. 5 années plus tard, tous deux continuaient de vivre sur le toit, tels des fantômes, et essayaient de se faire aussi petits que possible. Dès l'aube, Ambaro partait pour l'usine de café pour n'en revenir qu'à la nuit. Son fils était donc libre d'errer telle une âme en peine, dans une maison où il n'était pas le bienvenu, ou bien de courir rejoindre dans la rue les garçons du marché. Sous une température caniculaire, Jama se dirigea d'instinct vers le quartier des entrepôts. En poussant du pied une boîte de conserve, il dévala les rues poussiéreuses du cratère, ville située au cœur d'un volcan dont la chaleur infernale plaquait comme de la lave population et culture sur ses flancs. La lumière du soleil réfléchie par les toits de tôle l'aveugla un instant. Les senteurs de thé, café, encens, myrrhe, répandues sur la colline en un mélange écœurant, l'enveloppèrent et lui montèrent à la tête. Jama franchit le seuil en pierre des magasins de café Al-Madina et réussit à percer l'obscurité grâce aux rayons de soleil filtrant par les interstices du toit. Ils illuminaient la poussière remuée par l'entrechoc des grains de café jetés en l'air pour en desserrer les coques. Toute une armée de femmes sous-payées, en robes somaliennes à fleurs de couleurs éclatantes, se tenaient penchées au-dessus de paniers, occupées à nettoyer les grains afin de les rendre propres à la vente. Jama se faufila parmi elles à la recherche de celles qui avaient des séquelles de variole, des yeux aux reflets cuivrés, des canines en or et une chevelure d'ébène. Il la trouva, dans un coin à l'écart, les cheveux retenus en arrière par un foulard bleu ciel. Elle lui baissa la tête et il sentit sa peau douce, toute couverte de taches de rousseur, l'effleurer pendant qu'elle déposait un baiser sur sa joue. Elle lui glissa à l'oreille. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Goudé? Je ne suis pas là pour m'amuser, tu sais. Tu veux quoi ?» Jama se tenait devant elle, jambes croisées comme un flamand. « Mais c'est pas. Je m'ennuyais. T'as des sous ?» Il n'avait pas pensé à lui réclamer de l'argent, mais maintenant qu'il se trouvait en sa présence, il était comme gêné de lui avouer qu'il ne voulait que la voir. « Caleb, tu viens me voir au travail pour me demander des sous. Vraiment, t'es qu'un égoïste, hein? Et tu mérites qu'Allah te maudisse. Sors vite, avant que le Moukadim t'aperçoive. » Il prit les jambes à son cou et s'en alla trouver refuge derrière l'entrepôt. Mais elle réussit à l'y trouver. De ses mains sèches et rugueuses, elle l'attira contre lui, et l'odeur d'encens et de café qui émanait de sa robe lui emplit les narines. Il éclata en sanglots. « Goody, s'il te plaît, t'es plus un enfant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu peux me dire? T'as vu la vie que je mène? Tu peux pas avoir un peu pitié de moi, non ?» Elle le tira par les bras jusqu'à un muret face à la mer. « Tu sais au moins pourquoi je t'appelle Goody? » « Non, » mentit Jama, avide d'entendre parler de l'époque où il avait une vraie famille. « Quand j'étais enceinte de toi, j'ai pris énormément de poids. Mon ventre pointait de façon incroyable. Et les gens me disaient que la jeune fille de 17 ans que j'étais risquait de mourir
en donnant naissance à un bébé aussi gros et que tu allais m'arracher les entrailles. Mais moi, je m'en faisais pas. J'étais heureuse, car je savais que j'attendais quelqu'un de spécial. C'était très difficile d'emboîter le pas des chameaux, surtout que je marchais de moins en moins vite. Souvent, je n'arrivais pas à suivre la grande caravane de mon père et ses clopins-clopants que je rattrapais le reste de la famille avec mes chevilles enflées. Un jour, peut-être au 8e mois de ma grossesse, l'épuisement m'a forcé à m'arrêter. Dans la brousse, il y avait un vieil acacia appelé Gumbara Panka. Je me suis assise à l'ombre du vieil arbre pour m'y reposer. Adossée à son tronc, j'étais concentrée sur ma respiration haletante. Je portais un guntino de nomade qui exposait mon ventre au soleil et à la brise. Quand soudain, j'ai senti la douceur d'une main me caresser le dos et se diriger vers mon nombril. J'ai baissé les yeux et ougaillé, ce n'était pas une main, mais un énorme mamba lové sur mon estomac. Terrorisée à l'idée que son gros corps allait écraser, j'ai bloqué ma respiration. Le serpent s'est immobilisé lui aussi et a posé sa gueule diaboliquement sage contre la paroi de mon ventre pour écouter les battements de ton cœur. Tous trois, on est restés comme ça pendant ce qui m'a paru être une éternité. Puis, il s'est remis à onduler et à glisser de mon corps avant de disparaître dans le sable d'un coup de queue. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu t'appeler Goudé, ce qui veut dire mamba noir. Mais ton père s'est moqué de moi. Pourtant, quand à ton tour tu as ondoyé de mon corps avec ta belle peau sombre et ton odeur de terre, je savais le nom que j'allais te donner. Et je l'ai gardé comme mon petit nom à moi pour mon bébé serpent. Ces paroles lui faisaient chaud au cœur et lui donnaient l'impression que l'amour fusait en or liquide dans ses veines. Il se tut pour ne pas rompre le charme entre eux. Elle poursuivit. Je sais que je suis dure avec toi, parfois trop dure. Mais tu sais pourquoi je suis si exigeante? Pourquoi c'est bon pour toi que j'exige des choses que tu ne comprends pas? J'ai placé tant d'espoir en toi, Goody. Tu es mon bébé porte-bonheur, né pour être quelqu'un. Tu sais que l'année de ta naissance est connue pour celle du ver? Des vers bien gras ont rampé de terre pendant la saison des pluies et ont mangé l'herbe, les arbres et même nos maisons de paille avant de disparaître d'un seul coup une fois repus. Tout le monde pensait que c'était le début de la fin. Mais les anciens ont annoncé qu'ils avaient déjà vu ça et que c'était Barako, puisqu'il s'est mis à pleuvoir abondamment après et que nos chamelles ont donné naissance à plein de petits. Une vieille femme du nom de Kissimi m'a averti que ça porterait chance à mon enfant de naître au plus fort du fléau. C'était comme naître sous la protection de tous les saints et qu'il verrait les 4 coins du monde. Je l'ai cru, parce que ces prophéties s'étaient toujours réalisées. Il se rapprocha d'elle pour se faire câliner et elle enserra son dos acajou de ses bras bruns dorés, tout en laissant ses doigts courir sur sa colonne vertébrale saillante. Retournons à Hargeisa. Un de ces jours, quand nous aurons assez d'économies, répondit-elle en lui déposant un baiser sur la tête. Elle dénoua le bas de sa robe et prit une pièce d'un païsa qu'elle lui remit. À tout à l'heure, sur le toit. D'accord, Oyo. Puis, lui attrapant la main, elle ajouta les yeux rivés sur lui. Que Dieu te protège, Goody.